Le 21 décembre 1990 marqua la fin d'une industrie minière qui, 2 siècles et demi durant, régissait tout entière la vie d'un territoire transfrontalier qui, de France en Belgique, se nomme bassin minier. L'ère du charbon n'est plus. Voici comment depuis, les terrils ont commencé une vie nouvelle. Histoire d'une reconquête naturelle. Dernière journée. Depuis quelque temps déjà, les mineurs choisissaient les plus belles gaillettes pour en charger la dernière berline. Un métier disparaît. Voilà donc les derniers mineurs qui remontent de 780 mètres de fond pour la dernière fois. Est-ce que vous pouvez nous faire partager un petit peu vos émotions là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Il y a un peu de tristesse parce que tout est arrêté, quoi. Tous nos camarades, tout ça, ça fait 10-15 ans qu'on travaille ensemble. C'est certain qu'on est triste. Berline pleine qui arrive à la taille, berline vide qui redescendent du jour, se croisent sans arrêt. Le culbutage permet de libérer les berlines dans le minimum de temps. Mais les charbons ne peuvent pas être livrés aux consommateurs tels qu'ils sortent de la mine. Il faut les séparer des pierres qu'ils contiennent, les laver et les classer. Ils passent ensuite dans des cribles automatiques qui le classent par calibre. Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, on compte qu'en moyenne, il faut retirer 1 tonne de déchets sur 3 tonnes extraites. Les stériles ou résidus des lavoirs sont déversés sur les terrils. Ces terrils que le profane prend souvent pour du charbon et qui sont une des caractéristiques de notre paysage quotidien. Les terrils, c'est comme une personne qui surveille ses enfants en bas. Donc nous devons avoir du respect pour ces choses-là, les entretenir, les faire connaître avant tout, et faire connaître le métier de mineur sous son véritable aspect. Au lendemain de la fermeture, plus qu'à l'habitude, la sombre silhouette du terril impose par sa masse le témoignage d'une activité minière autrefois intense. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 700 millions de tonnes de ces matériaux ont été remontés des entrailles de la terre. Colossal amoncellement de grès et de schiste, porté au rebut sous l'action mécanique des norias et des skips, le tas tout entier s'érode à tous les temps. La pluie, le gel, le vent rongent inexorablement ses pentes. Le ruissellement des eaux lézarde ses flancs de profondes ravines. L'attraction terrestre, à elle seule, imprime au substrat un mouvement lent et continu vers le bas. Ce frêle boulot verruqueux l'a payé de sa vie. N'ayant pu résister à la pression des pentes, il reste là, à demi suspendu, presque entièrement déraciné, mort tout à fait. Dans le coron tout proche, son arbre-mère semble constater l'échec de ce rejeton refoulé, fauché en plein élan. Instable, austère, le terril n'en demeure pas moins un territoire vierge, convoité des espèces pionnières. Les prétendants sérieux à sa colonisation ne sont pas légion. Le bouleau verruqueux et la clématite des haies tentent chaque année leur chance, attendant que vienne l'automne pour renouveler leurs efforts de conquête. Dans son coin de friche, la clématite finit posément de maturer ses graines.
Chacune d'entre elles semble déjà munie d'un étendard, prête à planter au sommet. Il s'agit en réalité d'une aile volante, légère et plumeuse, que le vent décroche et emporte en son souffle. Réparties au sein de chatons, les graines du bouleau adoptent la même tactique, le même convoyeur. Toutes rêvent ainsi de quitter les murs de la cité minière, fuir la brique, l'asphalte et la tondeuse qui coupe tout espoir d'un jour pousser librement. Jouer les filles de l'air et faire le pari de la vie. Combien de ces aspirants pionniers, mus par l'irrépressible loi de la nature, qui, comme chacun sait, a horreur du vide, parviendront à s'implanter sur le terril? L'effroyable pression de la pente aura-t-elle, une fois de plus, raison de leurs racines? Parviendront-ils à passer l'hiver au sommet? Ou seront-ils relayés, balayés jusqu'en bas des pentes, ensevelis sous un amas de boue? Le printemps qui vient s'annonce comme le premier d'une ère nouvelle. Colonisation, année 0. La conquête du terril a commencé ici. Ce petit replat sert de point d'ancrage à une vie modeste. Dépourvues de racines, les mousses se développent à même la roche, pourvu que celle-ci soit stabilisée. Ces rares secteurs où le sol est fixé forment des mini-zones à jardins zen, où quelques plantes annuelles profitant pour croître de l'humidité que retient la mousse donnent, le temps d'une saison, un peu de verticalité à ces plates-bandes. Le vent toujours est l'artisan fantasque de ces parterres, semant à l'envolée toutes sortes de graines, ou de spores dans le cas des champignons, comme des mousses. Ceux-ci sont délicatement maintenus dans ces capsules à échasse que sont les sporogones. Ces petits jardinets en terrasse accueillent leur lot d'insectes vadrouilleurs. Aubaine pour le lézard des murailles. Le buffet est servi et il n'est pas froid. La couleur sombre des schistes absorbe la lumière du soleil et fait monter rapidement le thermomètre. Ici, sur le versant sud, la température du sol peut atteindre les 45 degrés, sans problème. Abri, chaleur et nourriture. Les lézards des murailles filent le parfait idylle sur le terril. Leur présence n'est nulle part plus abondante dans la région. Avril met du vent dans les voiles et emporte plus loin les graines ailées d'un tussilage, frêles ombrelles, semblables à celles du pissenlit. Les pieds-mères disséminent leurs filles comme autant de commandos parachutistes s'élançant à l'assaut du terril. Quelques éléments de la troupe aéroportée parviennent à se poser sur les pentes. À la faveur du printemps, un nouveau prétendant vient de faire son apparition.
Et voici comment un petit tussilage germe au pays de Germinal. La plantule à peine éclose, sitôt est arrosée. Une ondée passagère se déverse sur les pentes. L'eau coule et s'écoule dans les chemins par elle 1000 fois empruntés. Au bas des pentes, 2 pupilles d'or veinées de noir s'ouvrent à la nuit. Du dessous d'un vieux morceau de tapis roulant, vestige des temps fondateurs du terril, sort un crapaud calamite. Dans l'ombre bleue du soir, il s'avance à petits pas pressés vers les flaques, où la pluie s'est étalée. Les ondées printanières ont ce curieux pouvoir d'agir sur la libido des crapauds. Mâles et femelles convergent vers ces mares éphémères pour un temps d'amour. On se cherche, on s'écoute. Les mâles appellent, gonflant leurs sacs vocaux pour amplifier le son de leur voix. Leurs coassements polyphoniques s'entendent, dit-on, à plus d'1 kilomètre. Enfin, l'on se trouve et l'on s'agrippe pour féconder des œufs en grappe. Quand vient le jour, ces longs chapelets gélatineux trahissent les ébats de la nuit. Doucement ballottés, ces œufs en cordon dessinent de curieuses lignes en pointillés. Lignes de vie, à l'avenir incertain. Avril a passé. Après la pluie, le soleil en juin s'est durablement installé, forçant la pousse du tussilage. 2 belles feuilles lui sont venues, qui se découpent sur le sol comme la trace d'un sabot. Vision poétique, lui valant le surnom de Padane. Face au soleil, tout le monde n'est pas à la fête. Dans leurs flaques, les têtards de crapauds calamites font plutôt grise mine. Leur piscine s'est réduite comme peau de chagrin. Son assèchement total serait pour eux synonyme de mort assurée. Dans sa politique pionnière, l'espèce a pourtant su adapter son mode de reproduction à la précarité des points d'eau qu'elle exploite. Un développement larvaire particulièrement rapide et un nombre impressionnant d'œufs lâchés par chaque femelle, parfois plus de 4000 en une seule nuit, permettent d'optimiser les chances de réussite. Si celles-ci sont devenues tragiquement minces pour les têtards issus des dernières pontes, quelques crapelés de la première génération parviennent à s'extraire du trou d'eau. Il leur faut dorénavant trouver un autre refuge, se soustraire aux rayons asséchants du soleil et à la dent des prédateurs. Les plus faibles n'iront pas loin, mais les plus vaillants reprendront un jour le chemin inversé de la mare.
10 années et plus ont passé. Le soleil du printemps dévoile à nos yeux l'œuvre du temps écoulé. Les pans du terril ont changé de visage. Sur les hauteurs, les tussilages, têtes inclinées, s'ouvrent aux rayons. Leur système racinaire, constitué de rhizomes, s'est souterrainement développé, permettant à la plante de conquérir tout en stabilisant la pente. Le sol désormais fixé permet à tout un cortège de plantes accompagnatrices de s'installer. Celles-ci forment un tapis clairsemé où contrastent sur fond de schiste les couleurs rutilantes des fleurs. Millepertuis, réséda, vipérine. La clématite des haies, elle aussi, est parvenue à pousser, contrainte de germer au bas des pentes où les pluies hivernales l'ont charriée. À force de dissémination et de progression rampante, elle est désormais bien présente sur le versant sud du terril. La répartition des pentes s'est ainsi orchestrée. De façon naturelle, les différents groupes floraux occupent les secteurs qui leur sont les plus favorables. Et contre toute attente, c'est au nord, de l'autre côté du terril, que les bouleaux verruqueux se sont installés, formant un bosquet encore clairsemé. En groupe, ils ont uni leurs racines pour stabiliser la pente. L'opération n'a pas été sans heurts. Le port coudé de certains troncs l'atteste. Il a encore fallu lutter contre le mouvement du sol en se redressant in extremis vers la lumière. Aux quatre coins du léger taillis se répand une vie microcosmique. Les fourmis pratiquent l'élevage du puceron. Friandes de leur miella, elles amènent ces petits suceurs de sève sous les bouleaux pour tirer d'eux leurs précieux excréments. Prédatrices, les coccinelles font volontiers main basse sur ces troupeaux. Rouges, jaunes, noirs, à points ou à virgule, on rencontre aisément plusieurs dizaines d'espèces de ces bêtes à bon Dieu sur les terrils. L'évolution du terril a pris une autre tournure sur le bas des pentes où une véritable friche herbeuse s'est développée. Une famille de lapins de Garenne en a fait son domaine. La friche les nourrit d'herbes grasses et variées. La pente leur offre le dénivelé idéal pour établir les multiples entrées de leur terrier. La quiétude règne sur ce coin de cocagne, quand soudain, un vieux mâle jette un regard inquiet sur l'horizon. Un homme s'avance sur la friche. Que cherche-t-il pareillement équipé ? Benoît Toussaint réalise pour le Conservatoire botanique national de Bailleul des inventaires complets de la flore des terrils. Salut Lucille. Salut Benoît. Dis donc, sacré inventaire, hein.
J'ai regardé un peu la liste là, que j'ai sous les yeux là, de ton inventaire, avec des plantes rares qu'on trouve pas beaucoup dans la région, comme le pavot cornu. J'ai vu la lonagre de Silésie. C'est impressionnant d'avoir ça, c'est même étonnant d'avoir ça sur les terris dans le Nord-Pas-de-Calais. Bah oui, mais les terris sont des milieux exceptionnels pour les botanistes, c'est des milieux que j'adore prospecter parce qu'on peut avoir toujours des surprises. Donc le lonagre de Silésie n'existe par exemple dans la région que sur les terrils. Ok. Le pavot cornu, lui, c'est une espèce plutôt du sud, donc qui a trouvé sur les pentes chaudes, instables des terrils, un milieu qui lui convient très bien, et c'est une espèce qui est en train de commencer à se répandre sur pas mal de terrils. Ouais, donc les terrils, c'est aussi notamment des milieux qui sont très riches en espèces qu'on dit thermophiles, donc c'est des plantes qui aiment la chaleur, qui le supportent en tout cas. Donc c'est notamment des espèces qu'on trouvera en Méditerranée ou plus au sud, au niveau de la Loire, etc. Donc elles profitent de la chaleur de ces milieux secs, filtrants, noirs, qui absorbent beaucoup de chaleur. C'est des milieux qui sont très riches aussi, on a beaucoup d'espèces, tu as dû le voir sur les bordereaux. Donc c'est des milieux pour lesquels on n'a pas les pressions, notamment agricoles, il n'y a pas d'herbicides, il n'y a pas d'engrais sur les terrils. Donc ça permet à une flore très riche, très variée, de s'exprimer. Même on a certaines espèces qui sont plus fréquentes aujourd'hui sur les terrils que dans certains milieux naturels. Tu vois, regarde là je tombe sur Rumex cutatus, qui est quand même l'oseille à feuilles d'écusson. Je l'avais jamais vu dans le Nord-Pas-de-Calais, moi je l'ai croisée surtout dans les Alpes, donc c'est quand même encore étonnant une fois de la retrouver dans ton inventaire sur les terris. La patience aux feuilles d'écusson, c'est une espèce qu'on commence à rencontrer régulièrement depuis maintenant déjà quelques dizaines d'années. On pense que cette espèce-là est arrivée dans le bassin minier avec les imports de bois pour étayer les galeries. Il y a eu des semences qui ont été introduites involontairement, c'est une des hypothèses sur la présence de cette espèce dans la région. Une des particularités de certains terrils, c'est les zones de combustion, donc dans lesquelles on va trouver là des espèces franchement méditerranéennes, et donc qui sont apparues spécifiquement sur ces milieux-là, et donc notamment le pourpier. Et donc c'est une espèce que j'ai vue la semaine dernière là, sur le terril d'Aveluy. Et là je reviens de l'herbier et j'ai vu, dans l'herbier Géhu, il y a une planche de Portula caoleracea, donc le pourpier, qui a été récoltée en 1964 par M. Géhu sur le terril Sainte-Marie. Donc c'est au Berchicourt. Donc c'est un terril qui était en combustion sans doute à l'époque, et c'est la première mention régionale de cette espèce qui aujourd'hui est pas fréquente, mais qu'on trouve ailleurs sur d'autres terrils, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Belgique, et donc surtout dans les zones de combustion. Le phénomène de combustion n'a rien de systématique. Il se rencontre sur les terrils composés d'une part importante de charbon résiduel. Le minerai va spontanément entrer en combustion sous l'action d'une source de chaleur incendiaire. L'oxydation de la pyrite de fer, contenue dans certains terrils, la proximité d'un feu de décharge ou l'impact de la foudre peuvent être ces faiseurs d'étincelles que le vent attise et fait se propager au cœur de la masse. Au plus profond, la température peut atteindre les 1400 degrés, transformant le terril en véritable cocotte minute. En surface, celui-ci prend des allures fantastiques de volcan, dont les flancs de schiste devenus rouges sous l'effet de l'intense cuisson exhalent des vapeurs de soufre. La mutation que connaît le terril s'est propagée à la mare. De simples flaques à têtards, il n'est aujourd'hui plus question. Les plantes et insectes aquatiques ont colonisé les lieux, et parmi les massettes, slalom aériennes, les libellules. Un petit gravelot arpente les berges le temps d'une pause sandwich. Riche en protéines,
les grosses larves de libellules fournissent un mets de choix, que semble envier cette bergeronnette grise. Le terril sur les oiseaux migrateurs, un puissant pouvoir d'attraction. Sa masse représente à leurs yeux une zone de quiétude, où ils pourront trouver le temps d'une halte, repos et nourriture. Pour le traquet-moteux, qui au gré de ses pérégrinations fréquente tantôt la montagne, tantôt les steppes herbeuses, c'est la sensation de trouver en ces lieux un curieux mélange des genres. Les hirondelles de rivage ont quant à elles stoppé là leur migration. Profitant d'un mouvement du sol, elles ont colonisé cette zone d'affaissement uniquement composée de schlamm, fines particules de schiste issues des bassins de décantation où par flottaison l'on récupérait le charbon résiduel. Ce schiste dit de l'avoir est si fin, si friable, qu'amoncelé de la sorte, il s'érode facilement, créant des mini-falaises. Falaises qui ne sont pas sans rappeler les berges meubles des rivages, dont ces hirondelles tirent leur nom. Dans le tendre substrat, chaque couple a creusé sa galerie de reproduction. Tunnels étroits à l'entrée desquels les grands jeunes attendent le retour nourricier des adultes. Creuser semble être également le leitmotiv de cette drôle de guêpe. C'est un bambex à rostre, aussi appelé guêpe des sables. L'endroit aurait-il sur ses habitants une propension à communiquer un certain goût de l'extraction? Ou est-ce l'écrasant soleil de l'été qui aurait sur l'insecte des effets hallucinatoires? Mirage et distorsion? Terril vallonné ou dune de sable? On en vient parfois à douter. Ici, un criquet à ailes bleues se chauffe les élytres. Refermée de la sorte, elle cache la voilure membraneuse qui vaut au criquet d'être ainsi nommé et lui assure de passer quasiment inaperçu. Là, un pavot cornu étale sa corolle fripée dans la brise maritime. Vision classique du monde sauvage des bords de mer. Dune de sable ou terril vallonné? Plusieurs espèces des milieux littoraux ont ainsi trouvé dans les conditions qu'offre le terril un véritable territoire de substitution situé à plus de 100 km de la côte. Par souci d'intégration et de mimétisme, les criquets à ailes bleues ont simplement troqué leur habit couleur sable pour une couleur anthracite. Quant au bombex, merci de s'en inquiéter, mais la guêpe n'est pas folle. Si elle creuse ainsi, c'est pour fournir à sa larve un abri providentiel où croître et se métamorphoser. Un petit bunker que maman, avant de refermer, n'oublie pas de ravitailler en juteuses mouches à consommer. L'espèce habituée des milieux chauds et sableux retrouve sur certains terrils une qualité de substrat favorable à ses exigences de petite fouisseuse. L'automne avançant, les bouleaux verruqueux se parent de cuivre. Leur feuillage mordoré s'étiole, se détache et jonche progressivement le sol. Le schiste bientôt disparaît sous la couche.
Un merle noir, à la recherche de menus proies, s'échine à chambouler ce parterre desséché. C'est que toute une foule se cache là, sous le tapis. Cohortes rampantes, grouillantes et caracolantes, véritable jungle des dessous de litière. Ces petits ouvriers du compost sont des colamboles. Si leur taille se compte tout au plus en millimètres, grande est leur contribution au recyclage des végétaux. Ces petits estomacs sur pattes dégradent les feuilles mortes en grignotant leur épiderme. Ils sont, au même titre que les cloportes ou les acariens, des petits agents œuvrant à la formation de l'humus. Leur tâche n'est pas de tout repos, car en toute jungle séjournent des prédateurs, au rang desquels le pseudoscorpion fait figure de tigre. Tout au bout de la chaîne, les vers de terre finissent le travail en ingérant les débris et brisures de feuilles amalgamées à la terre. Par voie digestive, ils enrichissent le sol par l'humus créé. Bientôt, d'autres plantes plus exigeantes quant à la qualité du sol pourront, grâce à eux, s'installer sous les bouleaux et coloniser à leur tour le terril. L'automne pousse sur d'invisibles routes les oiseaux migrateurs. Arpentant le ciel, ils mémorisent la carte du sol qui défile sous leurs ailes. Nul doute que les terrils soient pour eux des repères vers lesquels volontiers ils virent, volent et convergent. Les ornithologues le savent, qui sur leur passage dressent des filets de capture. Alors là, ce matin, on est en pleine activité de bagage des oiseaux. Donc c'est un programme qu'on a développé depuis quelques années qui consiste à poser les bagues sur les oiseaux migrateurs qu'on trouve sur le terri, ici dans le terri de Pinchonval. C'est un outil de recherche scientifique, le bagage. Ça a permis de mieux comprendre justement comment se déroulait pour les oiseaux migrateurs le passage migratoire, combien de temps les oiseaux pouvaient rester sur le terri, donc justement quel intérêt ça pouvait avoir, quelles étaient les espèces qui allaient utiliser ce site, donc là on ne connaissait pas forcément avant, en termes de moments de repos, mais surtout pour que les oiseaux viennent se nourrir dessus. Et puis après, on s'est aussi rendu compte de quelle pouvait être l'influence en termes d'évolution du milieu sur les populations d'oiseaux. Donc les terris apportent beaucoup de choses. D'un côté, on va trouver les espèces d'arbres à baies qui vont nourrir ces oiseaux, mais on va aussi trouver de nombreux insectes. Et donc il y a pas mal d'oiseaux migrateurs aussi, les insectivores par exemple, qui ont besoin de trouver des insectes pour se nourrir, pour emmagasiner des réserves de graisse pour la migration. Et ça va permettre aux oiseaux de trouver des zones de calme, des zones un peu de quiétude, dans lesquelles ils vont pouvoir se reposer aussi, et des zones qui ne sont pas tellement éclairées. Les oiseaux sont très sensibles à la pollution lumineuse, et donc ça fait on appelle ça même parfois des corridors de noir, au point de vue absence de luminosité. Et donc on retrouve ça justement sur ces terris, qui sont un peu donc, ces fameux îlots de nature, de biodiversité, alors que ce sont des milieux qui ont été complètement créés par l'homme et qui sont les symboles justement de l'exploitation minière et industrielle du secteur. Les oiseaux ont besoin des terris, mais ils vont aussi contribuer à amener les espèces végétales sur ces sites. Le fait de venir sur les terris pour se nourrir, en même temps qu'ils viennent se nourrir, c'est naturel, il faut que ça évacue. Donc ils vont faire des déjections, et donc dans les crottes d'oiseaux qu'on peut trouver sur les terris, ils vont amener les graines, et notamment les merles, les grives, qui vont amener les graines d'aubépine. En mangeant les fruits de l'aubépine, ils vont garder le petit pépin qui va traverser leur corps. Et donc, quand on voit les aubépines arriver sur les terris, c'est parce que des merles sont venus se poser sur la roche, sur les schistes, sur les petits arbustes présents, et par leur déjection vont contribuer comme ça à la diversité végétale qu'on peut trouver sur nos terris. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Ce n'est pas un milieu figé, et donc on constate comme ça l'arrivée de nombreuses espèces, le milieu évolue. Quasiment chaque année,
on découvre alors pas des nouvelles espèces pour la science, des nouvelles espèces pour la région, pour le secteur, et on fait des observations nouvelles quasiment tous les ans, soit des espèces de plantes qui n'étaient pas encore connues sur le site, des papillons, des insectes, des oiseaux qui viennent s'installer pour nicher. Donc c'est un milieu qui est extrêmement dynamique, extrêmement vivant. Terril minier en situation balnéaire, la chose est incongrue. Certains étangs naissent des anciennes galeries de mines, qui, en sous-sol, s'affaissent progressivement. Des dépressions se créent alors en surface, rapidement inondées par l'eau affleurante des nappes phréatiques. Ces étendues lacustres sont largement prisées des espèces aquatiques et donnent au terril d'autres vertus écologiques. Ces mares d'affaissement sont en hiver lieu de rassemblement pour une faune nouvelle. Canards, foulques, grèbes ou cormorans, palmipèdes de toutes sortes trouvent ici de quoi manger sur et sous la surface. Un quart de siècle a suffi pour transfigurer le terril. De noir qu'il était, le voici vert à présent. Son dos voûté s'est couvert d'un manteau de feuillage, et sous la voûte, les bouleaux verruqueux, fidèles à leur esprit de conquête, lancent au ciel leurs longs fûts rectilignes. Certains déjà n'ont plus le panache d'antan. Le tronc de celui-ci, vert moulu, boursouflé de champignons, accueille une famille de pics et pêches. Dans le bois tendre des bouleaux pourrissants, l'oiseau creuse de profondes cavités pour accueillir sa nichée. Du bec, il perfore également les arbres morts à la recherche des larves d'insectes dont il se nourrit. Les bouleaux projettent une ombre légère sur un sous-bois devenu dense et pluriel. La qualité enrichie du sol a favorisé l'implantation de nouvelles essences. Par le truchement des merles, les aubépines sont là, belles et graciles. Ce jeune chêne doit sans doute à l'étourderie d'un jet de pousser ici. Le volatile aura oublié ce gland, caché par ses soins sous la mousse, en prévision d'un hiver déjà passé. Échange, import, impact, la complexité des relations animales-végétales qui s'y développent marque d'une façon certaine le point de maturité qu'a atteint le boisement. La petite boulée d'hier a préparé la forêt d'aujourd'hui. Une vie spécifique à ce milieu fait désormais vibrer le flanc nord du terril. Ce nouvel habitat, pour s'implanter, en a supplanté un autre. La forêt a pris le pas sur la friche. Les arbres ont gagné du terrain, faisant régner l'ombre sur la lumière. Tenace, la clématite des haies va chercher les rayons du soleil là où les arbres les ont stoppés. Mais les rayons, pour l'heure, sont tombés bien bas. Le crépuscule déjà se love au bas des pentes.
Les bouleaux, toujours premiers, toujours pionniers, un brin envahissant ont investi le terrain des Garennes. Partout, de jeunes pousses ont pris place. Avec cette broussaille qui barre l'horizon, le regard ne porte pas loin. Les botanistes peuvent se pointer tranquilles. Pauvres lapins, se doutent-ils seulement qu'à cette heure-ci, les amoureux des fleurs sont aux pâquerettes? Rien à craindre de leur part. La menace est ailleurs et se déplace sur 4 pattes. À bon vent, Maître Renard tente le coup. Quelque laprose imprudent pourrait de derrière les forêts lui tomber sous la dent. Il sera bientôt difficile de faire ici de vieux os. La quiétude d'autrefois a déserté le rang des lapins. Quand l'heure reviendra de la nuit, Goupil à nouveau pourrait bien s'immiscer jusqu'ici. Des sentinelles ont pris place sur le haut de la Garenne, façon ligne Maginot. À les regarder s'activer ainsi, on dirait qu'ils préparent quelque chose. Haro sur le boulot, les rongeurs ont trouvé là leur bouc émissaire et se lancent dans une entreprise d'abattage en règle. C'est un atout pour l'avenir, le terri. C'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut reconquérir justement la nature, la biodiversité, il faut s'appuyer là-dessus, mais il faut aussi l'accompagner. Si on laisse faire, dans quelques temps, certains terris seront complètement recouverts d'arbres, de forêts, et donc c'est maintenant qu'il faut agir, en ayant des opérations de débroussaillage, de coupe d'arbres, pour conserver des milieux beaucoup plus ouverts. C'est un milieu qui est très, très original. D'une part, il y a plein de choses à découvrir, mais aussi il y a un côté, je dirais, patrimonial sur ces sites, puisque c'est quand même des milieux qui ont été créés par l'homme, et que toutes les pierres qu'on a sur un terri, c'est ce qu'on aime bien dire souvent, sont passées par les mains d'un mineur. Et donc c'est aussi, moi, dans ma famille, j'ai eu des mineurs, c'est des gens qui ont contribué à la construction de ces terris. Et c'est aussi tout un pan de l'histoire de la région, à travers la protection qu'on met en place dessus, qu'on préserve également. De tas de schiste en tas de sciure, les générations se succèdent autour des terrils. Alexandre Driancourt prodigue ses conseils de gestionnaire aux élèves d'un chantier-école. La priorité, c'est la protection et la préservation des espaces et des espèces, mais c'est surtout aussi de pouvoir présenter à tout un chacun justement ces espaces et ces espèces en faisant tant que faire se peut, donc une ouverture au public avec des cheminements, des panotiques, de la signalétique qui expliquent le pourquoi du comment, ce qu'on peut y rencontrer sur les sites. On a inventorié ici à peu près 12 espèces de libellules. Il y a du dytique, notonecte, géris, coccinelle des marais. On a des gens qui sont désireux de redécouvrir le métier de mineur et en particulier de découvrir ce qu'est un terri, ce qu'on peut y trouver, ce qui peut y pousser, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut entendre et de quoi ça peut être fait et comment ça a été fait. Et par rapport à cette demande qui varie entre les scolaires et le tout public, on est donc amené à visiter de plus en plus. Donc visiter, je dis bien visiter, d'aller en balade, visite sur les terris de Sangouel. Maintenant, la majeure partie des terris sont assez libres d'accès. Donc on demande tout simplement au public de respecter le site, respecter l'histoire, respecter le patrimoine en passant par les chemins.
Par la même occasion, ça évite aussi la problématique du ravinage. C'est un milieu qui est relativement fragile et donc le fait de sortir spécifiquement des chemins va créer ensuite de l'érosion qui est très préjudiciable au terri. La finalité d'un terri, c'est d'arriver à un climax. Ici, ça sera une complète disparition du terri sous une forêt. Le problème de ça, c'est que la forêt va sélectionner les espèces animales et végétales forestières, au détriment d'espèces comme le lézard des murailles, ou les libellules, ou les amphibiens qui étaient en place. Et donc, cette forêt peut faire disparaître certaines espèces. Pour lutter contre ça, sur certains terris, on va donc être amené à mettre en pâture différents animaux qui vont entretenir, c'est-à-dire manger les petits ligneux, les petites pousses d'arbres et entretenir un milieu ouvert. La fermeture du milieu banaliserait l'intérêt écologique du terril. L'installation de la forêt serait synonyme d'appauvrissement pour la biodiversité régionale. Le pâturage permet d'entretenir les milieux ouverts, espace d'expression pour une faune et une flore spécialisées, rares, menacées et parfois uniquement observées sur les terrils. Parcourant celui-ci, des chèvres mettent un frein à l'expansion galopante des forêts. En broutant les jeunes pousses, elles participent à la gestion du site de façon la plus écologique qui soit. Leur action contenue, mesurée, évite un impact trop fort sur la végétation. L'équilibre se trouve dans un pâturage pondéré, qui, pour ne rien gâter, donne à leur fromage un goût raffiné. Quasiment tous les terris, peu importe qu'ils soient boisés ou pas, vont avoir une richesse. Et ça va être une richesse spécifique au site. S'il est très boisé, forcément, on va avoir des espèces de boisement. S'il est comme ici, stépique, on va retrouver des espèces inféodées à ses habitats, donc principalement des insectes. Mais tous les terris, qu'ils soient coniques, qu'ils soient plats, qu'ils soient noirs, qu'ils soient verts, ils seront là pour des générations et des générations. Le terril, c'est comme une personne qui surveille ses enfants, en bas. Et les enfants en bas de surveiller la montre, pour être exact au rendez-vous de la transmission. Poser le pas dans le pas des mineurs, sur les sentiers de notre histoire régionale. Les gens se promenaient pas tout à fait aux abords des terris, un peu plus loin, parce qu'il y avait du danger. Ils allaient aux abords du terri pour aller regarder le chariot de schiste monté tout en haut du terri, et qui était renversé et qui projetait des pierres des fois à 100 mètres de là. Hein. C'était très dangereux. Il y avait aussi les oiseaux qui attendaient un peu, disons, cette providence, parce que des fois il y avait le briquet des mineurs, et ils allaient becqueter les tartines, tout ça, les pommes, les fruits. C'est ainsi que beaucoup de choses ont pris naissance au terri, grâce, disons, aux mineurs. Hein. Ainsi doit-on aux mineurs les fruits de ce pommier, fruits de leur labeur. Descendus par 700, 900 mètres de fond pour y travailler, un repas rapidement avalé, ils en abandonnaient les restes au contenu des berlines, mêlant au charbon et au schiste leurs propres déchets. Remontés, puis triés en surface, les trognons finissaient sur le terril, et certains sont devenus pommiers. L'histoire des terrils est une prodigieuse aventure. Extrait du ventre de la terre, le schiste qui le compose est l'empreinte fantôme d'un sol qui recouvrait notre planète voici 300 millions d'années. La nature a réussi l'incroyable défi de coloniser ce territoire stérile, vierge de toute vie, pour en faire un milieu unique, riche d'une diversité biologique insoupçonnée. Ces tas de déblais industriels, considérés autrefois comme la marque sombre d'un pays triste et poussiéreux, donnent aujourd'hui au paysage la couleur de l'espoir et de la vitalité.
Du haut de ces pyramides, il nous est donné de contempler ce fabuleux spectacle qui voit succéder à l'exploitation minière une réappropriation des lieux par la nature.